Je vous ramène à l'hiver 2002. À ce moment-là, je travaillais pour une organisation nord-américaine. C'était une organisation qui collectait des fonds pour protéger, préserver la nature, l'environnement. Moi, c'était une cause qui me tenait beaucoup à cœur, alors j'investissais beaucoup de mon temps, de mon énergie, de ma passion dans mon travail. Ce que je faisais, en fait, c'est que je supervisais le travail de 350 bénévoles environ, qui étaient regroupés dans une vingtaine de comités répartis sur l'ensemble de mon territoire. Mon territoire à moi, c'était l'ouest du Québec. Donc, pour vous situer un peu, vous coupez la province de Québec en deux et moi, j'avais la portion ouest. Donc, c'était les Laurentides, l'Abitibi-Témiscamingue, le Pontiac, l'Outaouais, la Montérégie, la Naudière et l'île de Montréal. C'est un très grand territoire et je devais me déplacer régulièrement pour aller à des rencontres, pour des événements spéciaux, pour donner de la formation, des préparations. Enfin, mes semaines, ça ressemblait à 55, 65 heures de travail. À certaines périodes de l'année, alors qu'il y avait des pics d'activité, ça montait parfois jusqu'à 80 heures. Inutile de dire que j'étais très fatiguée, j'étais comme... Et même si je faisais ce que je faisais parce que j'y croyais beaucoup, j'étais un peu comme un canard qu'on voit sur l'eau. À l'extérieur de l'eau, on dit « Oh, regarde, c'est beau. Oh, regarde, c'est beau de les voir aller. » Mais en dessous de l'eau, ils pédalent parce qu'ils nagent à contre-courant. Donc, moi, j'étais un peu comme le canard au-dessus de l'eau. En dessous de l'eau, c'est-à-dire. On voyait pas, mais à l'intérieur de moi, c'était... Mon Dieu, je travaille beaucoup, je suis épuisée, je suis fatiguée. Je souriais. Je riais pas beaucoup, mais je souriais, mais je m'organisais pour que les autres aient beaucoup de plaisir à s'impliquer, à faire du travail bénévole. Mais moi, j'avais de moins en moins de plaisir. C'était de plus en plus lourd et de plus en plus difficile. J'avais pas de vie. C'est le cas, j'avais pas de vie. Et un jour où j'étais en déplacement, je m'en allais à une rencontre pour démarrer les activités d'un comité qui organisait une activité bénéfice au printemps. Je me suis retrouvée sur le boulevard métropolitain à Montréal et il y avait un bouchon de circulation, ça avançait pas. Et moi, ma voiture était complètement arrêtée et je regarde l'heure puis je me suis dit, je vais être très en retard. Si je suis prise ici encore pour une demi-heure, je vais manquer une bonne partie de la réunion. Donc, je vais leur dire de pas m'attendre. Alors, je me suis tournée pour prendre mon téléphone sur mon siège parce qu'à ce moment-là, au Québec, on avait le droit de faire des téléphones en voiture. Donc, je me suis penchée pour prendre mon téléphone et au moment où j'étais comme ça pour le prendre, le véhicule qui était derrière le mien avait pas remarqué que j'avais pas commencé à avancer. Il a juste donné un petit coup. Il a juste avancé pour frapper suffisamment fort ma voiture pour que moi, je me retrouve à faire le coup de lapin. En anglais, on appelle ça un whiplash. Mais ça fait que je me suis retrouvée avec une blessure. J'ai des séquelles permanentes de cet accident-là qui a laissé aucune trace ou très peu sur mon véhicule. Mais dans mon corps, par contre, j'ai une douleur presque permanente. Donc, ça m'a fait faire de la physiothérapie pendant des semaines et des semaines et des mois. Et une journée où... si vous avez vécu l'expérience d'avoir à faire... à aller en kiné ou en physiothérapie pendant un bon moment, vous savez que on a l'impression que ça s'améliore un peu, ça fait un peu moins mal. Moi, je me suis retrouvée, ça c'était à la fin de décembre 2002, et entre la fin de décembre 2002 et le mois d'avril 2003, mes amis me voyaient pas tourner la tête, ils me voyaient tourner comme ça, je me déplaçais comme presque dans un bloc, j'étais souffrante, très en douleur. Il y avait un paquet de choses que je faisais plus et une des choses que je faisais plus, c'était de tourner le cou. Et donc, un matin, je me suis réveillée après avoir eu une petite progression, j'avais un peu moins de douleur, je commençais à avoir un peu d'amplitude dans mon mouvement. Et ce matin-là, ça me faisait tellement mal, tellement mal. Je me sentais comme je serai plus jamais bien, je bougerai plus jamais. C'est incroyable la douleur que j'ai dans le cou. Une si petite chose, une si petite
collision qui me laisse ça. Puis là, je commençais à m'apitoyer sur mon sort, à trouver qu'il n'y avait rien de juste, puis que ça me faisait toujours mal, puis que j'irais plus jamais bien. Mais j'étais dans la salle d'attente de la clinique ce matin-là, et j'avais ces réflexions-là qui me trottaient dans la tête, et je me sentais comme, mon Dieu, je vais me mettre à pleurer. Puis il y avait d'autres personnes dans la salle d'attente. Je voulais pas qu'ils me voient. Donc, j'ai pris une revue, un magazine qui était près de moi sur la table, parce qu'il entraîne toujours. Et en l'ouvrant pour me cacher du regard des autres, la première chose que j'ai vue en ouvrant les yeux, c'est une photo d'une belle dame avec les beaux grands cheveux blonds longs. Puis elle avait une cuillère de bois dans une main puis une poule de caoutchouc dans l'autre. Elle était comme ça sur la photo. Puis le titre de l'article, c'était une revue en anglais, le titre de l'article, c'était « Laugh it off ». On traduirait ça comme « Prends ça en riant ». Et ce matin-là, j'ai pris ça comme un message personnel parce que je lisais l'article. D'un côté, il y avait un petit encart qui décrivait les gens au travail. Cette femme-là, c'était une avocate qui avait arrêté de pratiquer le droit. Elle était à Toronto. Elle avait arrêté de pratiquer le droit, puis elle faisait du yoga du rire avec des groupes, des entreprises, des organismes. En 2003, en fait, en 2003, l'after yoga, yoga du rire, ça s'était pas rendu de notre côté de l'Atlantique. Et moi, je me souviens très bien de m'être dit, rire, ça fait du bruit, c'est assez bruyant même. Yoga, c'est en silence, c'est en recueillement. C'est yoga du rire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Et je lisais l'article où elle décrivait les gens dans leur milieu de travail. Puis en lisant ce qu'elle décrivait, je me reconnaissais. Les gens sont stressés, ils ont des objectifs difficiles à atteindre ou impossibles à atteindre. Ils ont de la pression pour la performance, il faut faire plus avec moins. C'est toujours go, go, go. On a de l'incertitude pour notre travail. Puis moi, à ce moment-là, j'avais des objectifs financiers qu'il fallait que je rencontre et d'année en année, c'était de plus en plus difficile. Bref, je lisais ça puis je me suis reconnue dans la description qui faisait des gens au travail. Tout de suite à côté, il y avait un autre encadré, et dans cet encadré-là, il parlait des bienfaits du rire sur la santé. Là, elle décrivait, bon, on respire mieux, le cœur bat plus vite, c'est très bon pour la digestion, les endorphines qui circulent dans le corps. Puis, en lisant les bienfaits, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est, attends là, quand est-ce que j'ai ri de tout mon corps la dernière fois? C'est quand j'ai eu un gros fou rire. Puis j'étais incapable de m'en souvenir. Je me souvenais que je riais quand j'étais à l'université, mais là, ça faisait quand même ça faisait plusieurs années que j'étais plus à l'université. Je me souvenais aussi que j'étais capable de rire beaucoup quand je voyais mes cousines. Mais mes cousines et moi, on se voyait l'été, un été sur deux. Et en me réalisant que je me souvenais pas, c'était quand mon dernier gros fou rire, là, je me suis sentie triste parce que je me suis dit, il y a quelque chose de très précieux qui est disparu de ma vie sans que je m'en aperçoive. Puis ça, c'était le déclencheur parce que, bon, là, j'étais sur la table de la physiothérapeute qui me mettait les trucs pour faire les soins. Elle m'avait fait mes manipulations. Puis là, à la fin, il me mettait quelque chose, un TENS qu'on appelle, pour... Moi, c'était des décharges électriques, là, mais j'étais installée avec ça, puis je lisais la suite de l'article. Puis là, ça décrivait le yoga du rire. Puis en lisant ça, je me suis dit, aïe, ça s'enseigne, ok, c'est une méthode qui permet de rire, même s'il n'y a rien de drôle, les gens font des exercices, même si tu fais comme si tu riais, ton corps ne fait pas la différence. Puis là, je vois qu'il y avait des formations qui s'offraient, je vois laughteryoga.org. J'apporte la revue chez moi. De toute façon, je retournais 2 jours plus tard. J'apporte la revue chez moi. Je commence à regarder sur Google. Puis ce que je trouve, c'est il y en avait des références. Il y en avait partout à travers le monde. Rien au Québec, rien au Canada. Je vois une formation qui se donnait à Paris. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai une formation en génagogie. La génagogie, ça s'enseigne malheureusement plus aujourd'hui, mais ce que j'ai appris, c'est la programmation, l'animation, l'évaluation. Mon champ d'intervention, c'est le groupe. Et l'objectif de ce que je fais, c'est l'épanouissement de la personne dans le groupe, par le groupe et pour le groupe. Donc, l'animation sous toutes sortes de formes, c'était
un prolongement, en fait, ça allait de soi pour moi. Je me suis dit, si ça s'enseigne pour devenir animateur avec ça, moi, je vais recommencer à rire. C'est un très gros bonus. 2, je vais pouvoir transmettre ça aux bénévoles qui travaillent avec moi parce que moi, mon objectif derrière ma tête, quand je travaillais avec les bénévoles, c'était si eux sont contents, si eux, ils sentent qu'ils sont utiles, qu'ils s'épanouissent, qu'ils créent quelque chose ou que grâce à eux, il y a quelque chose d'incroyable, d'incroyablement plus grand que ce qu'ils auraient fait seuls parce qu'ils le font ensemble. Si eux, ils sont satisfaits, ils vont vouloir recommencer l'année prochaine. Puis un bénévole qui est heureux, qui revient, c'est beaucoup moins d'énergie à déployer qu'un bénévole à recruter, à le former. Donc, mon objectif, c'était pour moi, puis pour eux. Et là, je regardais la formation qui se donnait à Paris, puis je me disais, je peux peut-être prendre mes points avec ma carte pour prendre un vol pour aller à Paris. Ouais. Puis il y avait une autre formation qui se donnait à Mulhouse. Puis là, j'ai dit, ouais, l'Alsace, c'est beau, l'Alsace. Je continuais à regarder, puis là, je vois qu'il y avait quelque chose aussi à Portland, aux États-Unis, dans le Maine. Bon, pour moi, c'est une distance que je peux parcourir en voiture, donc l'investissement était peut-être un peu plus petit, financier. Mais là, je regardais ça, puis je me disais, ouais, Portland, Paris. Portland, Paris. Je m'en vais à Paris. J'ai tassé l'idée de Portland parce que pour moi, Paris, c'était plus séduisant. Et puis, je regarde quand est-ce que ça se donnait la formation, puis je regardais dans mon horaire. Puis le lundi qui suivait mon traitement, je rencontrais une amie qui est avocate à Montréal. Et je lui disais, Myriam, j'ai une idée de fou, j'ai regardé quelque chose dans une revue, je vais aller devenir animatrice de yoga du rire. Je vais aller faire une formation à Paris. J'ai vu passer ça, puis ça m'a tellement parlé, je me suis sentie interpellée par ça, faut que j'aille. Elle me dit, c'est drôle, j'ai l'impression que j'ai un client qui vient signer un document lundi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressemble à ça qui m'a parlé. Puis là, moi, tout de suite, je me suis dit, oh boy, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un de Montréal qui se prépare à partir pour Paris pour aller faire cette formation-là? Ben, mets-moi en contact avec lui, donne-lui mes coordonnées parce que s'il s'en va à Paris, moi, je veux peut-être me faire un ami du Québec avant d'y aller. On pourra peut-être voir si on peut organiser quelque chose. Mais l'ami en question, il s'en allait pas à Paris. Il faisait venir le docteur Kataria puis sa femme à Montréal. Pour la première fois, il s'en venait donner une formation d'animateur au Québec, à Montréal, dans ma cour arrière, parce que j'étais à Montréal souvent. Et non seulement il s'en venait dans ma cour, mais en plus, c'était la seule fin de semaine où j'avais ni activité bénéfice, ni conférence, ni activité familiale, ni réunion. J'avais rien, strictement rien, cette fin de semaine-là, du début du mois de mai en 2003. Je me suis inscrite. Je me suis inscrite tout de suite parce que je me suis dit, c'est un signe, il faut que j'aille. Mais là, je me suis retrouvée dans un hôtel du centre-ville de Montréal le samedi matin avec un groupe d'une quinzaine de personnes, 14-15 personnes. Puis c'est un Indien et sa femme. Donc, il parle anglais avec un fort accent indien. Il commence la première journée en nous faisant faire un exercice, puis il nous dit « My dear friends, my name is Dr. Madan Kataria ». Je me moque pas, là, je fais juste vous imiter un peu l'accent. Et là, il nous fait faire un exercice. Il faut que je dise mon nom, que je ris, d'où je viens, que je ris, et ce que je fais dans la vie, puis que je ris. Bon, moi, vous vous souvenez, je travaille 60, 65, 70, 75 heures par semaine. J'ai une vie qui est complètement remplie. Je suis occupée. J'ai pas beaucoup de temps pour moi. Puis là, je me retrouve dans un hôtel du centre-ville de Montréal, la seule fin de semaine où j'avais rien à mon programme. Et il faut que je dise mon nom, que je trouve ça drôle, que je fasse ce que je fais dans la vie, que je trouve ça drôle, puis d'où je viens, puis que je trouve ça drôle. Ce qui m'est passé par l'idée, c'est pas vrai. Je me suis pas inscrite à une affaire comme ça. C'est pas vrai. C'est ridicule. Mais là, j'étais comme la 6e peut-être, la 6-7e dans le groupe. Donc la première personne commence, puis il dit son nom, puis il commence à rire. Puis la deuxième personne dit son nom, puis il rit, puis il rit. Puis qu'est-ce qui arrive quand on entend quelqu'un qui rit? On a envie de rire nous aussi. Donc là, ça me gagnait de plus en plus. Quand c'est arrivé mon tour, moi, j'avais de la difficulté à dire d'où je venais tellement je riais.
Puis j'ai commencé, je m'appelle Linda. Ça a été difficile de finir la troisième partie d'où je suis originaire, puis je ris. Puis quand les autres ont complété, quand le tour de groupe a été terminé, j'avais tellement ri, je m'en essuyais les yeux, puis j'avais mal au ventre, puis j'avais mal aux joues. Alors je me suis dit, oh, OK, j'ai été capable, ça va. Il fait l'exposé, il nous parle avant midi. On commence la série d'exercices debout, on se place ensemble, on fait les exercices, c'était amusant. Mais quand on s'est retrouvés au sol pour la méditation du rire, puis là, il avait diminué l'intensité luminaire. Donc, moi, j'étais au sol, puis il y avait un homme qui était pas très loin de moi, puis ce que je l'ai entendu, c'est avec un rire, mais tellement un rire bas, là. Moi, ce que j'appelle un rire bas de ventre, là, comme ça. Puis là, moi, je me suis mise à rire, mais je riais. C'est comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça, ce rire-là? Sans parler. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça, ce rire-là? Puis là, j'ai commencé à rire, puis tout à coup, ça fait, je suis en train de rire! Oui, ça marche! Je m'étais mise à rire, mais de tout mon corps, comme ça faisait longtemps que j'avais pas ri. On s'en va dîner, on revient, fait les exposés, on recommence les exercices à la deuxième série, on se couche encore par terre pour la méditation du rire, pas encore loin de moi, je recommence à rire. Ce soir-là, je dormais chez mon amie Manon qui habitait pas très loin de l'hôtel. Manon est psychologue, puis Manon psychologue très, très digne, avec un petit accent. Et là, j'arrive chez elle, Manon, puis elle me dit, et puis, comment ça s'est passé? Et moi, j'ai dit, Manon, c'est complètement fou cette affaire-là, mais j'ai tellement ri. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Dis-moi. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, je te fais faire un exercice. On se donne la main, et un exercice qu'on fait, c'est l'accueil. On se donne la main, on se regarde, on ne parle pas, mais on rit. Puis c'est juste comme ça. Puis moi, je commence, puis je me mets à rire. Elle me regarde, puis elle fait, fallait sans doute être là, hein? Mais la réflexion que je me suis fait à ce moment-là, c'est faut que je lui explique, Donc, on s'assoit, on commence à manger. Puis là, j'avais ma serviette de table sur mes cuisses. Puis, je ne sais pas quel mouvement j'ai fait, mais la serviette est tombée par terre. Puis, en me penchant pour ramasser la serviette, je me penche, je ramasse la serviette, puis tout à coup, j'ai arrêté de parler. Puis là, j'ai juste fait un petit mouvement comme ça. Et là, mes amis, moi, ça faisait des mois qu'ils me voyaient bouger. Avec la tête fixe dans les épaules. Puis là, elle me voit faire ça, puis je parle plus. Elle dit, mon Dieu, est-ce que ça va? J'ai dit, ben Manon, j'ai pas de douleur dans mon cou. Les endorphines avaient travaillé tellement fort que j'avais pas de douleur dans mon cou. Puis ce soir-là, cette nuit-là, j'ai dormi tellement profondément, puis avec un sommeil tellement réparateur. Le lendemain matin, je retourne, moi j'étais convaincue, là, je me disais, ouais, ça marche cette affaire-là, parce que, 1, j'ai ri, 2, j'avais pas mal au cou, puis 3, j'ai dormi. Donc, c'était 3 plus pour moi. Le lendemain, on s'en retourne là-bas, on fait les trucs, bon. Mais là, moi, je retournais au travail le lundi. Puis vous vous souvenez que je travaillais beaucoup d'heures. Donc là, lundi, je suis arrivée dans l'endroit, dans l'édifice où j'avais mon bureau, parce que moi, j'avais un bureau satellite où je travaillais toute seule. Puis j'arrive dans l'édifice, puis là, les gens savaient que j'étais allée faire ça en fin de semaine. Donc, il y en a qui me demandaient, puis c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, écoute, c'était tellement, tellement fou, mais j'ai tellement ri, il faut que je vous fasse faire ça. Cette semaine, je suis ici, mercredi midi, si ça vous tente, on va faire quelque chose ensemble. J'arrive à mon bureau, il y a un bénévole qui m'appelle, qui me raconte quelque chose qui me fait un peu rire. J'avais mal au ventre, mais mal au ventre. Pas parce que je riais beaucoup avec lui, j'avais mal au ventre parce que mon diaphragme avait enfin recommencé à travailler. C'était comme quand tu fais des mouvements que tu n'as pas fait depuis longtemps puis que ton muscle te fait mal. Mais quand j'ai réalisé que j'avais mal au ventre parce que j'avais tellement ri, j'ai réalisé aussi que j'étais probablement en danger avant de recommencer à rire. Parce que le diaphragme, ça joue un rôle essentiel dans notre corps. Et tout ça, là, ça s'enchaînait pour faire de moi une adepte inconditionnelle.
Ce que je faisais, c'est que je travaillais avec des bénévoles, donc je les appelais, puis quand je leur disais, bon, mais la réunion, plutôt que de commencer à 7h30, à 19h30, je veux dire pour vous, plutôt que de commencer à cette heure-là, qu'est-ce que vous diriez d'arriver comme une demi-heure plus tôt? Puis moi, je vais vous faire expérimenter quelque chose que j'ai appris récemment, ça s'appelle du yoga du rire, mais c'est vraiment chouette, on rit beaucoup. Bon, il y avait des endroits où j'arrivais, puis les bénévoles arrivaient à 7h30. Des fois, on était 3, des fois, tout le comité était là, puis on faisait des petites choses comme ça, c'était vraiment pas compliqué, on faisait juste quelques petits exercices, respiration, puis c'est tout. Moi, ça me faisait continuer à rire, eux, ça leur permettait de se détendre. Une fin de semaine où je prenais le petit déjeuner avec ma mère et ma tante, je leur racontais ça, ce que je faisais. Puis ma tante est très curieuse. Bon, mes parents, moi, c'est des gens très ouverts. Puis ma tante très curieuse me dit, ça serait le fun de faire ça ici. Ils habitent à 4 heures de distance de où moi j'habite. Donc, elle me dit, est-ce que tu accepterais de venir le faire un soir avec des personnes? J'ai dit, ben oui. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Ben, j'ai dit, un local, c'est tout. Puis vous le direz aux gens, puis je viendrai. Ben, elle dit, combien tu charges? J'ai dit, je charge rien. Vous viendrez, on le fera. Mon père, directeur de la chorale, demande au curé, est-ce qu'on peut avoir la sacristie? Le curé accepte. Donc, on avait la belle sacristie avec les boiseries foncées. C'était magnifique. Ma tante m'appelle pour me dire, écoute, il y en a qui voudraient venir l'après-midi, ils ne peuvent pas le soir. Est-ce que tu es capable de le faire 2 fois? Bon, moi, j'avais jamais fait de séance complète, donc je lui dis, ben oui, on va le faire 2 fois. Ce jour-là, quand je suis arrivée, on ouvre les portes à 1h, parce que c'était supposé être à 1h30. On ouvre les portes à 1h. Ma tante avait pris une petite boîte de carton sur laquelle elle avait découpé une petite fente, puis elle avait écrit à côté « Contribution volontaire ». Mais la petite boîte sur le coin de la tablette à l'entrée, on ouvre la porte, puis les gens commencent à entrer. Ça entre. Puis moi, je regardais ça, puis je me disais, ben voyons donc. Ils étaient 69 dans la sacristie de l'église. Et là, moi, j'avais mes feuilles dans la main parce que c'est la première fois que je faisais ça, j'étais un peu nerveuse, donc j'avais mes feuilles dans la main pour me dire qu'est-ce qu'il fallait que je dise, puis quels exercices on allait faire. Donc j'avais, moi je m'appelle Linda, on va faire du yoga du rire, ça a été créé par un médecin en Inde, et ça va faire travailler notre système parasympathique parce que là, à ce moment-là, l'explication, elle s'en allait dans toutes les directions parce qu'on n'avait pas les 5 points qu'on a aujourd'hui. Donc, j'explique ça, on fait les exercices, on fait la méditation du rire, tout le monde riait, c'était fantastique. On s'en va prendre le repas, on revient après le dîner, on ouvre la porte à 7h, ça commence à entrer, ça entrait, puis là je me dis, mais voyons donc, encore une fois. Cette fois-là, ils étaient que 39. Mais ce soir-là, quand je me suis couchée, je me sentais tellement heureuse parce que là, je me suis dit, mais ma grande, avec ce que tu as fait aujourd'hui, il y a 100 personnes qui ont ri aux éclats. Ça a changé leur vie. Et moi, je continuais toujours à travailler comme une bonne, là. Donc j'avais pas beaucoup de disponibilité pour démarrer un club de rire. Je suis pas toujours dans la même ville, au même endroit, le même soir, la même semaine. Donc je pouvais pas démarrer de club de rire. Ma formation, je l'ai fait au mois de mai. En novembre, il y a un changement dans la direction de l'organisme qui m'embauche. Ça fait 6 ans que je travaille pour eux. Le nouveau directeur régional regarde la carte et il dit « On va remanier le territoire. Toi, tu vas prendre en charge cette partie-là. Moi, je me retrouve à perdre mon travail. » Anéanti, vraiment, ça faisait des années que je me dévouais pour cette cause-là. Je me suis sentie comme un papier mouchoir qu'on jetait. J'ai été vraiment bouleversée de perdre mon travail. Après 6 ans, je me suis sentie comme... j'étais anéantie. J'étais assise sur le divan à la maison, puis vraiment, il n'y avait rien à faire avec moi. Je pleurais. Le mardi, ça c'était le lundi, le mardi, j'étais en voiture pour aller je ne sais trop quoi faire, et j'entends la radio Club de rire à Gatineau ce soir, la première rencontre au 16 rue Berriot. Moi, je me suis dit, un club de rire, ben voyons donc, voyons donc, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Et puis, je suis allée. Et ce soir-là, j'ai rencontré Marcel, qui venait juste de faire sa formation 2 semaines avant, à Montréal, avec le docteur Kataria qui était revenu pour la 2e fois. Et Marcel, je suis allée le voir à la fin, puis je lui ai dit, bonsoir, je m'appelle Linda Leclerc.
Et si tu veux, j'ai fait ma formation au mois de mai. Si tu veux, si un soir tu ne peux pas venir, dis-le moi, je te remplacerai. Marcel me regarde et fait « Ah, c'est toi, fallait que je t'appelle justement. Écoute, je te propose quelque chose. Toi, prends l'animation du club ici. Moi, je vais aller en démarrer un à Buckingham où j'habite. C'est à peu près à 30 minutes de Gatineau. » Bah, OK. J'ai pris ça. Le Club de rire de Gatineau a commencé ses rencontres en novembre 2003 à cause de Marcel qui l'a démarré. Il est encore actif en 2019, après 16 ans d'activité. J'ai jamais arrêté parce que ce club de rire-là, ça m'a permis de traverser toutes sortes d'épreuves dans ma vie. La perte d'emploi, parce que j'ai recommencé à rire, j'ai été capable de prendre une distance avec ce qui se passait. J'ai eu des deuils, d'autres pertes d'emploi, des coups durs, des échecs, des défis, la même chose que tout le monde vit. Mais parce que je m'en allais là, peu importe ce qui se passait dans ma vie, à tous les mardis, maintenant c'est le mercredi, mais à tous les mardis, de 7h15 à 8h15, j'étais avec ces personnes-là. À toutes les semaines, je mettais une pause sur ce qui se passait dans ma vie. Je m'en allais rire. Je prenais une distance avec ce qui se passait. Puis après, quand je revenais, j'avais fait « OK, qu'est-ce que je fais maintenant? » Ce club de rire-là, ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a permis de rester en santé mentale pendant toutes ces années-là. 2005 arrive, j'avais des adeptes réguliers. 2005 arrive, je reçois un courriel du Dr Kataria qui nous disait qu'il commençait à former des professeurs. Il avait donné une première formation de professeur en Inde au printemps 2005. Et là, il venait en donner une au Canada. C'était la première fois qu'il faisait une formation de professeur. En fait, c'était la deuxième formation de professeur qu'il offrait. Alors, c'était pas encore très au point comme contenu. Moi, je vois ça passer, c'était 7 jours à ce moment-là. C'était quand même assez cher parce qu'on payait pour l'hébergement, le matériel, bon, tout. Puis, je me souviens d'avoir partagé avec 2 animatrices, puis je leur disais ça, je vois, il y a quelque chose qui s'en vient, mais je suis pas certaine, c'est cher, puis il faudrait que je prenne 1 semaine et demie de vacances pour aller là-bas. Puis les 2, ce qu'ils m'ont dit, c'est, toi, tu t'en vas faire ça, puis tu viens nous le montrer, parce que nous, on veut le faire aussi. Bon, j'ai demandé un congé à mon employeur du moment et je suis allée à Naramata en Colombie-Britannique pour suivre la formation de professeur. Donc, j'ai été de la première cohorte de professeurs officiels de Yoga du Rire en 2005 et j'ai commencé à collaborer avec Madame et cette collaboration-là a duré jusqu'à 2016, peut-être 2017 pour créer du matériel en français, développer le Yoga du Rire au Canada, faire des choses, multiplier les activités. J'ai formé beaucoup d'animateurs dans la francophonie, principalement au Québec. En 2010, je commençais à collaborer avec Corinne pour écrire un livre. Bon, Corinne Cosseron, vous la connaissez. Corinne et moi, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de professeurs de yoga du rire. Et Corinne, elle créait des choses, elle développait des choses que je surveillais un peu à distance. Mais on est devenus amis en communiquant à l'occasion. Et puis sur Skype, on se parlait de temps en temps. Puis une journée où je lui disais, oh, je suis débordée, puis il faut absolument que je me garde du temps parce que j'ai un projet de livre. Ça fait 3 ans que j'ai un projet de livre, puis là, je veux le mettre au monde. Elle me dit, ah bon, moi aussi? Sur quoi? Ben, j'ai dit, sur le yoga du rire, quoi d'autre? Ah bon, moi aussi? Et cette journée-là, on se regardait, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on le fasse ensemble, ce livre-là? Qu'est-ce que tu dirais qu'on collabore, qu'on crée quelque chose toutes les deux? Donc, on a pris entente d'écrire conjointement, toutes les deux, d'écrire un livre, qui est aujourd'hui le livre de référence, le yoga du rire, que vous ne voyez pas, là, mais que vous voyez souvent quand je vous fais des vidéos. Et ça, c'était en 2010 qu'on a commencé à l'écrire. En 2010, je traduisais le livre du Dr Kataria que vous voyez aujourd'hui, encore, Rire sans raison, le yoga du rire. L'édition 2011, c'est ma traduction. Je ne ferai plus jamais ça parce que c'est énormément de travail. Beaucoup trop. Je ne pensais pas que ça allait être long comme ça. Enfin. Et donc, 2011, c'est ce qui est sorti. Le livre du Dr Kataria, mon livre, les premiers CD Destination Rire en voiture et au boulot.
Mais aussi, 2010, Madame avait commencé à se dire, je ne veux pas voyager partout à travers le monde. Bon, il y avait son idée, son projet d'Université du Rire à Bangalore. Et donc là, il s'est dit à qui je pourrais confier le mandat, le rôle, la responsabilité de former des professeurs. Et il avait choisi 4 personnes à ce moment-là. Sébastien Gendry, Jeffrey Breyer en Californie, les deux, Laura Gentry qui est à Gentry, enfin, je suis mélangée avec Sébastien. Laura qui est au milieu des États-Unis et moi qui étais au Canada, qui faisait l'anglais et le français au Canada. Donc, on était les 4 premiers masters pour former des professeurs. Ça a comme déboulé. J'ai eu un Laughter Ambassador Awards en 2006, j'en ai eu un autre en 2009. Je présentais à chaque année aux conférences de Yoga du Rire aux États-Unis. Mais tout ça pour vous dire que depuis 2009, c'est mon emploi à temps complet. J'ai démarré mon entreprise, l'Atelier du Rire, en 2003, qui est devenue l'École du Yoga du Rire en 2005. Et aujourd'hui, depuis 10 ans maintenant, je gagne ma vie avec le Yoga du Rire. Il y a des périodes où c'est plus prolifique, il y a des périodes où l'abondance financière est plus là, il y a d'autres périodes où c'est plus tranquille et je peux me reposer, façon de parler. Mais tout ça pour vous dire que le Yoga du Rire, c'est devenu le prolongement de ma vie. Et c'est un cadeau parce que chaque fois que je ris avec un groupe, la douleur dans mon cou, elle disparaît. Et il y a une connexion incroyable qui s'établit avec les gens. 2009, à la conférence de Yoga du Rire de Estes Park au Colorado, je parlais avec 2 intervenantes américaines et je leur disais, j'ai commencé à signer mes courriels il y a quelque temps, je signe mes courriels Your Haha Sister Linda en anglais. Et c'est sur la grosse banquette à l'entrée de l'hôtel qui est venu au monde le Haha Sisterhood. C'est là qu'a pris l'idée, la racine d'une communauté de femmes qui rient intentionnellement pour changer les vibrations dans le monde, pour changer qui nous sommes, pour faire sortir le plus beau de nous et pour l'effet des ronds dans l'eau, sans que les gens le sachent, on le multiplie dans le monde. Alors c'était mon introduction longue qui prend exactement une demi-heure et que j'utilise dans mes formations principalement et dans mes conférences de plus qu'1 heure. J'utilise ça quand je travaille avec des groupes pendant une journée et vous avez beaucoup d'éléments dans cette présentation longue-là.